Bonjour tout le monde, bienvenue sur le plateau de 5 sur 5 médias. Nicole Apanda à votre service et nous nous retrouvons sur ce plateau pour notre émission du web Parlons Immobilier. Je suis agent immobilier à Everest Realtors à Rockville dans la région métropolitaine de Washington. Et là, je suis là devant vous pour répondre à toutes les questions que vous avez concernant l'immobilier. Alors aujourd'hui, bon, bien sûr, on a un sujet, mais je vais répondre à des questions que j'ai reçues. Quelqu'un a posé la question de savoir la différence qu'il y a entre un appraisal value et un market value. Le market value, je vais vous l'expliquer, je vais plutôt utiliser un exemple pour mieux l'expliquer, pour mieux expliquer le concept. Vous êtes propriétaire et vous avez une maison que vous voulez mettre sur le marché. Vous mettez un prix, 200 000 $. Vous faisiez le marketing, vous attendez que des clients viennent, vous avez des visiteurs qui viennent visiter la maison. Il y en a qui trouveront, vous aurez une catégorie bien sûr de clients qui trouveront que bon, la maison a un prix, le prix de 200 000 $ vaut la maison. Vous aurez des gens qui trouveront que peut-être 200 000 $ c'est un peu trop, comme il y en aura qui trouveront que bon, la maison... il y aurait peut-être possibilité que la maison coûte un peu plus cher. Donc, cela dépend. Donc, à supposer que le propriétaire a mis sa maison sur un marché qui est très florissant, qui est en plein booming, et que la personne reçoit plusieurs offres. Au moment où elle reçoit plusieurs offres, la loi de la demande, bien sûr, s'applique. La demande est élevée. L'offre est insignifiante, j'allais dire insignifiante, l'anglais je vous assure, est insignifiante. Et qu'est-ce qui se passe? Le prix va augmenter. Et on va se retrouver dans une situation de multiple offers. Donc il y a plusieurs offres, les prix vont bien sûr, les prix vont augmenter puisque vous avez 5-6 acheteurs qui sont intéressés par la maison que vous avez mis sur le marché à 200 000 $. Bien sûr, si tous les 6 veulent la maison, à votre avis, qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer? Ils essaieront de donner un prix beaucoup plus élevé que 200 000 $. 210, 220, 240, 250, 300 000 $, même dans quelques cas. C'est ce qui est arrivé justement dans les années où la folie immobilière était arrivée vers les années 2008, 2009, 2006 bien sûr aussi. Donc, vous allez vous retrouver avec une maison qui était initialement mise sur le marché à 200 000 $ et qui vaut 300 000 $ parce qu'elle a reçu une offre de 300 000 $. Ça, c'est ce qu'on appelle le market value. Ce n'est pas le prix réel de la maison. C'est le prix que la personne qui est intéressée à la maison veut bien mettre sur la maison pour avoir la maison. Donc, s'il obtient un gain de cause, avec ces 300 000 $, bon, il est gagnant, il a la maison à 300 000 $. Mais quand on parle de appraisal value, ça, c'est la vraie valeur de la maison. Là, on engage en général les banques. Quand vous demandez pour un conventional loan, ils envoient un appraisal pour évaluer la maison, justement, c'est-à-dire le quartier, la maison, la structure de la maison, ce que la maison a comme rénovation, de quoi la maison est faite, qu'est-ce qui a été fait comme ajustement dans la maison. Et à ce moment-là, on va donner la valeur de la maison. À supposer que bon, le propriétaire qui avait mis sa maison sur le marché, l'avait mis à 200 000 $, comme je l'ai dit tout court. L'évaluateur, donc le appraiser vient, il examine la maison de fond en comble, le quartier, l'environnement, la structure et tout ce qui est relatif à la maison, et arrive à une valeur de 185 000 $. La vraie valeur de la maison, de appraised value de la maison, donc cette même maison de 200 000 $, l'appraised value est 185 000 $. Mais le market value, parce que tout le monde veut la maison étant donné que l'offre est insignifiante et que la demande est élevée, le market value est 300 000 $. Je ne sais pas si vous avez compris, la personne qui a posé la question, si vous avez compris le concept. Donc, la vraie valeur de la maison est 185 000 $ selon le appraisal. La maison a été mise sur le marché à 200 000 $. Et le market value, étant donné qu'il y avait plusieurs offres et tout, est celui de 300 000 $. Donc, au fond, le market value est une valeur arbitraire. C'est-à-dire que, bon, en tenant compte des circonstances, le prix de la maison soit augmente, ou bien soit la valeur de la maison baisse.
Donc, c'est ça le market value. Si le concept n'est pas très clair, parce que bon, en définissant, c'est un peu compliqué, mais à titre d'exemple, là, je l'ai exactement expliqué tel qu'il se passait. Si vous n'avez pas compris, reposez-moi le problème autrement et on va voir. Mais sinon, je crois que ça devrait être clair. Donc, la maison de 200 000 $, si c'est un appraised value, elle vaut 185 000 $ avec l'évaluation du appraisal, et la même maison de 200 000 $ veut 300 000 $ après que vous vous retrouvez avec plusieurs personnes qui sont intéressées à la même maison et qui, avec les enchères, ont augmenté la valeur de la maison. Donc ça, c'est ma réponse à la question. Alors la seconde question que j'ai reçue, là bien sûr, c'est à propos de quelqu'un qui a une propriété. La maison, quand la propriété a été achetée il y a plusieurs années, la propriété, bon là je vais donner les chiffres à titre d'exemple, ce ne sont pas les vraies valeurs. La maison valait 100 000 $ il y a 10 ans. Et bien sûr vous avez reçu un financement et vous avez un mortgage que vous payez, vous payez un mortgage de 1 000 $ par mois chaque mois. 10 ans plus tard, donc en 2014, vous avez entre-temps fait des travaux dans la maison. Vous avez rénové la cuisine, vous avez refait un deck, vous avez la toiture, les salles de bain, le carrelage, le plafond, la peinture. Vous avez modernisé la maison, vous avez fait des tas de travaux. Avec ce que vous avez dans la maison vaut 200 000 $. Aujourd'hui, ça c'est en valeur de 2014. Mais vous avez acheté la maison à 100 000 $ et votre mortgage est de 1 000 $, ce qui est un peu quand même un peu lourd et tout. Bon, maintenant vous voulez diminuer. Vous trouvez que bon, ce que vous payez des 1 000 $ est un peu trop élevé et que vous souhaitez justement diminuer ce que vous payez pour la maison. Ce que je vais vous suggérer dans ce cas-là, c'est d'essayer de refinancer la maison. Mais vous devez tenir compte des taux d'intérêt actuels. Quand vous irez à la banque pour refinancer la maison, bien sûr, on tiendra compte de votre crédit et les taux d'intérêt pour le moment sont assez intéressants. Si votre crédit est bon, on va plutôt refinancer la dette que vous avez à la banque. Donc, les travaux que vous avez fait dans la maison, donc vous avez fait des travaux et que la maison vaut 200 000 $, même si elle vaut 1 million de dollars aujourd'hui, quand vous demandez le refinancement de la maison, c'est en fonction de la dette que vous avez contractée à la banque. Donc, les 100 000 $ que la banque vous avait avancé pour acheter la maison, si vous voulez refinancer, c'est ce montant-là que vous allez refinancer parce que votre obligation est par rapport à l'argent que vous devez à la banque, pas aux travaux que vous avez fait à la maison. Si aujourd'hui vous avez acheté, vous avez acheté une maison, une cabane et tout, et vous avez emprunté 100 $ pour aménager la cabane, vous la rendez vivable en mettant vous mettez tous les artifices possibles, donc vous rendez la maison vivable. Et que vous trouvez que bon, ce que la banque vous demande de payer pour les 100 $ que vous leur devez, le taux d'intérêt est beaucoup trop élevé, vous irez à la banque, vous allez redemander un refinancement sur le prix de ce que vous avez payé sur la maison. Et la banque, bien sûr, va analyser votre crédit et va déterminer justement dans quelle mesure ils peuvent refinancer si votre crédit est bon. C'est-à-dire si vous aviez un taux d'intérêt dans le temps qui était de quoi 8, 9, 10, 11%, bon, la banque peut reconsidérer en tenant compte de vos circonstances financières et peut-être vous réajuster un paiement à peut-être 4%, comme c'est le cas maintenant, 3.6, 3.4, 3.1, 25 dans certains cas, tout en tenant compte bien sûr de votre capacité de paiement et ce que vous pouvez faire. Donc quand la banque refinance, elle ne refinance pas les travaux de modification que vous avez fait sur votre maison, elle refinance par rapport à l'argent que vous lui devez, la dette que vous lui devez et ce que vous avez fait et comment vous comptez justement repayer. Donc si votre taux d'intérêt était élevé quand vous aviez les 100 000 $, vous pouvez refinancer, on peut vous réduire le taux d'intérêt, mais c'est par rapport à la dette. Les travaux que vous avez fait à la maison, même si vous avez remplacé la maison par un château, ce n'est pas ce que vaut la maison aujourd'hui, c'est ce que vous devez à la banque, parce que c'est vous et la banque. La banque, elle a un contrat avec l'argent que vous avez emprunté pour refinancer cette maison-là.
pas les travaux que vous avez fait après, à moins que vous ayez emprunté de l'argent à la banque pour refaire ces travaux, mais ça n'a rien à voir avec votre mortgage initial. Donc là, vous en êtes, c'est vous et le premier mortgage. Donc le premier prêt que vous avez pris à la banque, c'est celui-là que vous refinancez. Même si vous avez un château, vous avez un palace après, ça n'affecte absolument pas du tout ce qui fait. Le seul facteur déterminant sera votre stabilité financière et sera justement votre code de crédit. Voilà. Donc j'espère que cela est clair. Si il y a d'autres questions ou bien vous avez des suggestions, en tout cas, je suis là, vous pouvez poser vos questions. Alors pour aujourd'hui, on va essayer de parler des facteurs qui arrivent justement au moment où on est déjà propriétaire et comment il nous arrive d'avoir des circonstances où on n'est plus en mesure justement d'assumer nos responsabilités financières quand il s'agit de payer nos prêts hypothécaires qu'on appelle les mortgages. Et les moyens, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter telle ou telle situation et comment s'en sortir, parce que bon, les situations arrivent. Vous avez acheté une maison l'année passée, vous aviez un travail stable, tout allait très bien. Du jour au lendemain, bon, prenons un titre d'exemple, prenons un exemple qui est d'actualité pour le moment. Vous travaillez à Microsoft. Microsoft vient de décider d'éliminer 18 000 emplois. Et vous faites partie des gens qui vont perdre leur emploi. Vous avez acheté votre maison il y a quelques années, pas l'année passée, il y a quelques années, parce qu'il faut quand même être réaliste, hein, on n'est pas sur l'utopie et choses et tout. Vous avez acheté votre maison il y a quelques années. Vous perdez votre travail est sur le point d'être perdu, et vous n'êtes plus sûr, bien sûr ça prendra effet d'ici la fin de l'année et bien sûr le début de l'année prochaine, mais vous êtes parmi les gens qui vont perdre leur travail. Or, vous avez acheté une maison. Bon, que faire? Parce que vous n'êtes pas sûr, c'est une situation qui est incertaine. Vous ne savez pas si sur le marché du travail, vous trouverez un travail immédiatement pour résoudre le problème qui va se poser, parce qu'effectivement le problème va se poser et le temps court justement. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez un mortgage et vous ne voulez pas vous retrouver dans une situation où vous allez peut-être perdre votre maison, ou vous n'êtes pas sûr, vous ne savez pas comment les choses vont se passer exactement. Premier constat, est-ce que votre maison, la maison que vous avez, est-elle toujours en bon état? A-t-elle toujours de la valeur? Ça, c'est la partie justement où vous allez essayer de peser vos options. La situation que vous avez, où vous allez perdre votre travail, est-ce que c'est une situation à court terme ou bien c'est une situation à long terme? Si c'est à court terme, quelles sont les solutions, quelles sont les approches qu'on pourrait utiliser? Si vous avez perdu votre travail, ça prend 2-3 mois et que bien sûr vous avez une promesse de travail et que vous êtes pratiquement certain de retrouver un travail, vous avez une promesse de travail et que les choses vont s'arranger après 2-3 mois que vous ayez perdu votre travail, bon, il y a une option que vous pouvez faire justement avec le mortgage, parce que bon, on suppose que vous n'aviez pas assez de réserves pour compenser le truc, ou bien le temps où vous êtes resté sans travail à utiliser toutes vos économies, toutes vos réserves, et que vous êtes retrouvé bien sûr avec 2, 3, 4 mois de retard sur votre mortgage. Qu'est-ce que vous faites? Au moment où la situation se présente, contactez la banque. Quand vous savez que vous allez perdre votre travail, contactez votre banque de financement et expliquez-leur la situation. Ils vont vous poser exactement la même question. Est-ce que vous pensez que la situation est à court terme ou elle est à long terme? Après 3-4 mois, si la situation est à court terme et que vous avez pu retrouver du travail, bon, ce que la banque peut faire, c'est ce qu'on appelle le loan modification. Donc, ils vont modifier justement les termes, votre terme de paiement en ce qui concerne le prêt hypothécaire que vous avez pris. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont, ne vous en faites pas, ils ne vont pas vous faire cadeau, hein. Les 4 ou 6 mois vous n'avez pas payé là, ils ne vont pas vous faire cadeau pour ça, ne vous faites même pas d'illusions sur ça. Mais ce qu'ils vont faire, ils vont prendre ce que vous deviez payer, ce que vous n'avez pas payé,
et ils vont le rejeter sur ce que vous devez déjà et ils vont rééchelonner vos paiements. C'est ce qu'on appelle une modification. C'est-à-dire qu'ils vont prendre ce que vous devez, le mettre sur votre balance et puis après le recalculer et vous redonner un monthly payment que vous allez exercer chaque mois. Ça, c'est l'option quand vous savez que votre situation est à court terme. Bon, si la situation est à long terme, à supposer que bon, vous avez passé la cinquantaine et vous n'êtes pas, c'est parce que vous savez, quand vous passez la cinquantaine, c'est pas évident de trouver du travail facilement. Hein. Vous le perdez, ça devient une équation. Alors, vous n'êtes pas sûr, bien sûr, il y a des jeunes qui terminent les études, vous n'êtes pas sûr que vous allez retrouver du travail directement. Vous avez un business, vous n'avez pas de business parce que vous étiez employé et vous étiez salarié, donc le problème se pose là. Et bon, du même coup, bon, vous avez votre époux, votre conjoint qui soit travaille mais les revenus ne sont pas assez. C'est-à-dire que bon, votre situation financière commence à se gâter. Mais au moment où vous prévoyez que ça va arriver à ce point-là et que vous savez que ce sera à long terme, il y a une autre option à faire. Ne faites pas ce que certaines personnes font. Les gens se disent que bon, on laisse seulement les choses et tout, bien après bon, on partira de la maison, on va seulement abandonner, on va partir et tout. Non, parce que le truc c'est que quand vous abandonnez, il y a des conséquences. Si vous dites que bon, là, on va faire un foreclosure, il y a des conséquences. Contactez la banque. Bon, maintenant, ce que je vais vous dire maintenant, vous devez le prendre en fonction des états dans lesquels vous vivez. Chaque état a ses lois. Contactez la banque, et là maintenant je parle, là je suis, comme je vous dis, je vous parle en tant que quelqu'un qui est dans la région métropolitaine de Washington, métropolitaine, qu'est-ce que je suis en train de raconter? Métropolitaine de Washington. Vous contactez la banque, vous avez votre agent immobilier et tout, et essayez de faire ce qu'on appelle un short sale. Le short sale, c'est quoi? C'est-à-dire que bon, vous avez votre maison, vous avez perdu votre travail, vous avez encore ce que vous devez payer à la banque parce que vous lui devez de l'argent, mais il y a encore les Home Owners Association que bien sûr, comme vous n'aviez pas de salaire, vous ne payez plus. Sans compter que bon, quand vous avez acheté votre maison et tout, vous avez eu un problème, il y a eu, votre voiture était tombée en panne ou bien il y a eu quelque chose et vous étiez obligé d'emprunter de l'argent sur votre équité, l'équité de la maison. Et vous avez tous ces facteurs-là, sans compter les taxes de propriété. Vous voyez tout ce qui est lié, toutes ces dépenses qui viennent avec la maison et qui se retrouvent toutes là devant vous au moment où vous n'avez plus de travail et que vous savez que ce sera à long terme. Appelez la banque et demandez justement ce qu'on appelle un short sale. La modification n'est plus une option parce que vous n'êtes pas sûr de trouver le travail directement. Si, j'ai oublié un facteur, je suis allée un peu trop vite. Vous pouvez faire, non, si vous avez un agent immobilier, faites-le venir. Il va regarder ce que vous devez à la maison. Ce que vous devez justement pour la maison, c'est-à-dire le premier prêt, le prêt principal, et le prêt que vous avez pris sur la maison, donc sur votre équité, et tout ce que vous avez. Faites une somme, faites un calcul, la somme de tout ça, et voyez combien c'est. À supposer que bon, sur cette maison-là, les dettes y comprises dans toute la maison que vous avez pour le moment est de 300 000 $. Maintenant, demandez à votre agent de faire une étude du marché, de voir dans la subdivision dans laquelle vous habitez, en tenant compte de l'état de la maison. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, gardez vos maisons dans un état qui, au cas où, parce que c'est un bon investissement. Et c'est comme une paire de chaussures que vous avez. Vous la gardez bien, et je sais tout, c'est bon, elle va tenir le coup longtemps. Mais si vous maltraitez la chaussure, vous la laissez dehors et tout, après ça, bon, ça n'ira pas. Il n'y a absolument rien que vous pouvez faire avec. Donc, si votre maison est en bon état, vous mettez toutes vos dettes ensemble, on évalue le quartier, on évalue votre maison. Vous pouvez bien sûr engager un appraiser qui va justement évaluer la maison. Et il va vous dire que bon, vous savez quoi, la maison telle qu'elle est et tout, aujourd'hui la maison vaut 350 000 $. Votre maison, les dettes que vous avez sont de 300 000 $. La maison vaut 350 000 $.
L'option numéro 1, comme la modification n'est pas un choix, vous mettez la maison sur le marché. Si la maison est écoulée à 350 000 $, étant donné que vous avez perdu un salaire, vous en avez un second, vous avez encore la chance de gagner 50 000 $ sur la maison que vous aviez et d'essayer de réajuster votre vie. À ce moment-là, problème résolu, toutes les dettes sont réglées, tout va très bien. À supposer que, bon, vous êtes dans une situation où la maison, les dettes que vous avez, elles sont supérieures à la valeur de la maison. Ça peut arriver soit pour le travail, soit pour un loan qui n'était pas bon, pour une circonstance. Les raisons, elles sont variées, il y en a des dizaines si on veut les énumérer. Dans ce cas-là, vous faites évaluer la maison. S'il s'avère que ce que vous devez est supérieur à ce que la maison serait sur le marché et tout, c'est là que vous allez justement considérer le short sale. Le short sale, l'avantage du short sale, c'est que bon, au moment où vous demandez un short sale, chaque dette qui est liée à la maison va être négociée. Donc, le premier loan, donc le loan principal que vous avez pris, le second loan, il sera négocié. Si vous avez un Home Owner Association ou bien un Condominium Association fee, cela aussi sera négocié. Vos taxes de propriété, elles seront négociées. La banque accepte, on la met sur le marché au moment où la maison est vendue. Parce qu'à ce moment-là, vous n'aurez aucun gain dessus. Donc la banque sera justement, c'est-à-dire vous êtes là, mais la banque est celle qui, en réalité, la maison appartient à la banque, hein, parce que sans quoi vous ne ferez pas de short sale. Donc la maison est mise sur le marché, la banque accepte la valeur compromise qui a été mise, la maison est vendue, les associations sont payées. Bien sûr, un compromis aussi au niveau de l'association, c'est-à-dire que tous les petits problèmes, toutes les petites dépenses relatives à la maison sont prises en considération. À ce moment-là, au moment où vous sortez de là, donc vous partez de la maison et tout, bien sûr, il y a le fait que vous avez un short sale. Sur votre crédit, vous allez vous retrouver avec 2 ans, je crois, d'inéligibilité d'achat de maison, mais ce n'est pas grave parce que 2 ans, ça passe vite. Vous pouvez vous rattraper et pouvoir acheter et refinancer une maison dans les 2 ou 3 ans suivant le short sale. Et les choses sont en ordre. Mais, si vous faites, et pas mal de personnes ont commis cette bêtise-là, vous êtes dans une maison, une situation arrive, parce que il faut toujours il faut traiter le problème au début, quand le problème commence. N'attendez pas de rester 6 mois, 1 an et que vous arrivez au point où déjà les avocats commencent à vous envoyer des lettres et vous avez des tas de problèmes et que vous vous en sortez pas, et puis après les enfants ceci, et puis c'est-à-dire à ce moment-là vous allez vous créer une situation qui ne va pas. C'est-à-dire évaluer le problème au début. Donc vous vous rendez compte que non, ça c'était un travail stable que je n'en aurai pas maintenant les choses et tout, la situation commence à se gâter, c'est là que vous commencez à régler le problème. Soit vous vendez si ça va, soit vous demandez le short sale et tout, mais ne laissez pas la maison, n'abandonnez pas la maison comme certaines personnes font. Ils abandonnent la maison c'est-à-dire que non seulement ils abîment la maison, ils laissent la maison et ils partent et disent mais de toute façon dans tous les cas on a abandonné la maison appartient à la banque, la maison repart. Mais quand vous quittez, vous partez de la maison, bien vous la laissez là, elle part en foreclosure. La seule personne qui a récupéré son bien, que vous avez vandalisé d'ailleurs, et sur lequel la banque devrait dépenser de l'argent, c'est la banque. Mais la première banque, parce que si vous aviez un second prêt que vous avez pris sur l'équité, ça c'est une dette ouverte. Les taxes de propriété sont des dettes ouvertes. Ce que vous aviez sur le Home Owner Association, le Condominium Association, et tout sont des dettes ouvertes. Si vous aviez engagé un contractor pour venir vous faire des travaux et que vous n'avez pas payé les choses et tout, lui aussi, il est sur votre ligne parce qu'il peut aller à la cour, il a parfaitement le droit d'aller et tout et porter plainte et on va mettre en ligne sur votre title. Donc, ce qui fait que la seule personne, au moment où vous faites le foreclosure, qui a récupéré son bien, c'est la première banque, celle qui vous a financé la banque, le montant justement pour récupérer votre maison. Mais le second trust, qui en général est une banque différente, le Home Owner Association, les propriétés de taxes, les taxes de propriété, ce sont des dettes qui restent ouvertes. Et croyez-moi, elles vont vous hanter, parce que là, ils ont passé des lois. Tous ces gens-là, les choses et tout, ont le droit
de porter plainte contre vous. C'est ce qu'on appelle le deficiency judgment. Donc tout le déficit qu'ils ont subi à cause du fait que vous avez, à cause de votre abandon et d'avoir fait justement et tout, ils ont le droit de porter plainte. Et je crois que certaines personnes savent exactement, si vous avez des problèmes avec les impôts, ce que ça fait. On prend vos revenus à la base. Vous avez votre Social Security, vous savez que ça contrôle tout ici. Ils vous prendront, c'est-à-dire qu'on rendra votre vie invivable jusqu'au jour où vous réapparaîtrez. Français. Vous réapparaîtrez. Non, je ne répète plus. Et puis, vous allez essayer de négocier la dette. Donc, ça, c'est un cauchemar. Et vous n'avez vraiment pas envie de vous retrouver dedans parce que vous serez bloqué. Vous pourrez acheter rien du tout parce qu'ils seront sur vous. Et ce sont des dettes qui ne partent pas. Les impôts, ça ne part pas. Ils vont vous compliquer la vie à un point où ça n'ira pas. Mais, ça, justement, je vous le dis pour les gens qui habitent dans la région de Washington. Donc, ça prend le Maryland. Ça prend la Virginie. Ça prend DC. Probablement, ça peut prendre le Delaware, West Virginia et la Pennsylvanie. Pour certains États, par exemple, pour vous qui suivez, par exemple, de l'État du Illinois, de l'État du Nevada, de la Californie, de l'État du Ohio, c'est-à-dire les autres États et choses et tout, il est bon que vous vérifiez ce qui est plus avantageux dans vos cas. Un short sale ou bien un foreclosure. Mais un foreclosure, et là soyons clairs, un foreclosure guidé, c'est-à-dire que soit vous faites un bankruptcy, mais ça vous devez voir, c'est-à-dire je n'ai rien à vous dire sur le sujet, choses et tout, parce que les lois varient d'un État à l'autre. Mais le short sale en général, en loi fédérale, c'est une tactique en général qui fonctionne assez bien quand vous avez les dettes et tout. Les foreclosures, ne vous laissez pas dedans et tout, parce que la banque étant furieuse que vous avez vandalisé la maison, parce que la plupart des gens qui partent, ceux qui font une maison, vous n'avez pas la moindre idée. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans une maison qui est tellement endommagée que peut-être ils ne pourront jamais la revendre. Ils ont perdu de l'argent dessus. Et que vous vous retrouvez à l'aise, même si cela reste sur votre crédit pendant 7 ou 10 ans, que vous êtes illégible et tout. Bon, ça ce sera pour le foreclosure, mais bon, pour les taxes, vous savez que ça ne partira pas. Ça va rester votre crédit jusqu'au jour où vous allez disparaître de la terre. Ça, c'est un terme un peu plus gentil. Vous ne pouvez pas dire mourir et tout. Donc, ça, c'est pour le cas du short sale et ça, c'est pour le cas du foreclosure et du loan modification. Bon, il y a des situations, les situations dépendent d'une personne à l'autre. Et les banques, bien sûr, réagissent d'une façon ou d'une autre. Au cas, bien sûr, c'est utopique de dire à quelqu'un, bon, si vous avez un problème comme celui-là, contactez un avocat, parce que bien sûr, vous devrez payer l'avocat. Et en général, quand les gens se retrouvent dans ces situations, ils ont des situations financières qui sont sérieuses. Mais la condition du short sale, c'est quelque chose qu'en principe, vous devrez tenir en considération. Vous mettez votre maison en short sale, c'est bon. Pour la banque, c'est très bien, parce que la banque ne veut pas, elle ne souhaite pas de se retrouver avec une maison qui est vandalisée. Tant que la maison est habitée, et que vous faites un deal à l'amiable où vous acceptez justement que la maison soit liquidée à un prix forfaitaire, et tout, ça arrange la banque parce que non seulement elle récupère son argent, et ça arrange aussi les autres entités qui sont liées justement à la propriété que vous avez, parce que d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'ils ne reçoivent pas 100% de l'argent que vous leur devez, mais ils reçoivent au moins quelque chose pour fermer le dossier. Et ça, c'est dans leur intérêt d'ailleurs, justement, de vous faciliter le short sale. Donc, vous avez une propriété comme celle-là, vous ne savez pas exactement où votre situation financière est en train de vous mener et que vous avez un problème qui vous quitte à ce point-là et tout, tenez compte de vos options. Évaluez votre maison. Si elle vaut assez, à supposer que vous avez une maison, je sais tout, vers Potomac ou bien un terrain ou je ne sais pas ailleurs, quel que soit le coin et tout, voyez ce que vaut la maison aujourd'hui. Revendez-la si ça peut couvrir ce que vous devez. Si ce n'est pas le cas, passez au short sale ou bien ce qu'on appelle le deed in lieu. Le deed in lieu, c'est-à-dire que bon, la maison n'est même pas mise sur le marché. Donc c'est normalement deed in lieu. C'est un terme en français, mais je ne sais pas comment ils ont mélangé le deed avec le in lieu. Mais enfin, ça m'est égal. Ça, c'est un arrangement
qu'ils font justement entre le propriétaire et la banque. C'est-à-dire qu'ils ne mettent pas la maison sur le marché. La personne appelle seulement la banque. Elle dit, écoutez, j'ai un problème. Et ça, en général, ça marche quand vous n'avez qu'un seul loan, pas deux loans. Vous avez un seul loan et vous dites, bon, écoutez, j'ai un problème. Je ne suis plus en mesure d'honorer mes paiements mensuels et je voudrais que vous repreniez la maison. Ça, c'est une méthode que les banques adorent. Parce qu'ils les prennent, ils savent que d'abord la maison est en bon état et vous l'avez fait de bonne foi. Ça va aller sur votre crédit parce que, bien sûr, quand vous demandez un deed in lieu, ça veut dire que, bon, pendant 2 ou 3 mois, vous n'étiez plus en mesure de payer. Donc ça va affecter un tout petit peu et tout. Mais dans les 200 qui suivent, les 24 mois qui suivent, vous allez vous en ressortir comme s'il n'y avait absolument rien eu. Et en général, ça passe très bien. Mais ça ne marche que si vous avez un seul loan, pas deux. Et n'attendez pas qu'une année soit passée, on arrive au point où on vous envoie des notices et qu'on vous demande de déguerpir de la maison, parce que là, ça ne marchera pas. Ça, c'est quelque chose que vous faites dès le début. C'est-à-dire que pour eux, c'est une solution assez à l'amiable. Et les choses se font calmement et doucement et vous en sortez. Après 2 ans, le temps que vous vous remettez sur vos pieds et choses et tout, si vous souhaitez racheter une autre maison, et vous êtes bon pour cela. Mais si vous abandonnez la maison ou bien vous faites le foreclosure, les conséquences en général, elles ne sont pas très très bonnes. Et surtout avec les lois qu'ils ont passées, parce que la période d'amnistie qu'il y avait pour les gens qui avaient pris les mauvais loans et tout va arriver à sa fin. Si vous ne faites pas ça, franchement, vous aurez un problème. Bon, bien sûr, le short sell, ce n'est pas forcément les gens qui ont perdu leur travail, mais qui d'autres font les short sell? Les gens qui, justement, qui ont pris des loans, parce qu'il y a des conseillers financiers là, qui vous... C'est-à-dire, ils vous font croire que vos paiements seront... Non, attendez, avant que je n'arrive à ça. Quand vous demandez vos loans, là, quand vous demandez vos loans pour les maisons et choses et tout, ne demandez jamais un adjustment, donc celui qui est adjustable. Parce que si vos taux d'intérêt doivent varier d'année en année, si les taux d'intérêt, donc à un moment donné, vos paiements seront trop élevés, à un moment donné, ils seront trop bas, mais en général, c'est rare que ça soit trop bas, ça va toujours de plus haut en plus haut, au point où vous arrivez à un moment donné où vous ne pouvez même plus payer justement votre maison. Donc le adjustment mortgage, le rate, qu'est-ce que, mais voilà, maintenant, vous savez, je suis en train de, donnez-moi une seconde. ARM. Le adjustment mortgage rate, voilà, c'est ça. Ne le prenez pas, prenez plutôt un loan, un taux fixe. Ne prenez pas celui qui est variable, celui qui peut monter et dans ces choses et tout, parce que cela a des conséquences qui sont en général néfastes. Donc vous prenez un taux fixe et si quelque chose ne va pas, vous faites les choses sélectionnées. Mais quand vous avez vos maisons, prenez toujours le temps. Et puis après, pour que vos maisons gagnent de la valeur, parce j'ai déjà répondu à une question dans ce genre-là et tout. Vous vivez dans une maison, vous l'achetez aujourd'hui. Après 1 an ou 2 ans, changez vos cuisinières, si elles sont pas trop vieilles et choses et tout, vos frigidaires, refaites un peu le carrelage, faites un peu de peinture et choses et tout. C'est-à-dire évoluer avec la maison dans laquelle vous vivez. Au cas où il y a quelque chose, c'est pour ça qu'on dit que la maison, un bien immobilier, c'est un bon investissement. Parce qu'au cas où vous avez vraiment un problème, soit vous empruntez de l'argent sur la maison, parce que bon, je sais tout, à moins que bien sûr ça tourne mal et que vous perdiez votre boulot ou bien que votre business aille en banqueroute. Mais ou bien, dans un cas comme celui-là, quelque chose ne va pas, vous pouvez revendre la maison et vous pouvez gagner, avec un peu de chance, vous pouvez gagner de l'argent sur la maison que vous aviez tout simplement parce qu'elle est en bon état. Si vous maltraitez vos maisons et choses et tout, en tout cas franchement, les résultats en général seront néfastes. Donc en ce qui concerne les remèdes, au cas où les choses ne tournent plus tellement bien pour le mortgage, sont celles-là. Mais c'est toujours bien de contacter votre conseiller financier et voir justement quelles sont les options. Parce que quelquefois, pour les gens justement qui ont pris leur mortgage entre 2006 et 2009, ça, vous êtes tombé sur des deals qui sortent de l'ordinaire. C'est-à-dire que vous avez des maisons que vous avez achetées à
500 000, 600 000 dollars, voire même 1 million, et vous devez, parce qu'à cause des taux d'intérêt qui étaient, Dieu seul sait, je ne sais pas, on les a ramassés et tout, mais à cause de ces taux d'intérêt, vous vous retrouvez 8 ans plus tard avec une maison qui n'a pas d'équité, sur laquelle vous devez toujours 1 million de dollars, si pas plus, parce que c'est mauvais à ce point-là. Et en réalité, la maison aujourd'hui, elle ne vaut que 500 000 dollars. Elle vaut la moitié de ce que la maison a. Et quel est le moyen pour sortir de ce genre de dette et choses et tout? Le seul moyen que vous pouvez faire, justement, à ce moment-là, vous faites le short sell. Vous demandez le short sell et vous sortez de ce loan-là. Parce que vous n'aurez, d'abord, premièrement, vous ne serez jamais en mesure de payer, de pay off ce loan. Parce que les taux d'intérêt sont faits de façon à ce que vous vous embourbiez chaque jour un peu plus loin dans la boue financière, et jamais vous en serez. Donc la meilleure chose pour ceux qui sont, et ça je dis bien, de 2006 à 2009, si vous avez ces loans-là, dont on a fait la publicité pendant des années, là, et que vous voulez sortir de ces loans, parce que vos maisons ne valent pas le prix de ce que vous devez à la banque aujourd'hui, considérez ce qu'on appelle le short sell, mais en tenant compte de vos états respectifs. Ça, je parle des gens qui sont aux États-Unis. Consultez justement, vérifiez votre Housing and Development Department pour voir justement ce qu'ils prévoient pour les gens qui avaient ce genre de loan-là. Mais en général, les banques, elles fonctionnent avec ça, tant que ces loans-là ont été pris à ce moment-là. Donc, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Vous avez d'autres questions? Nous allons, en tout cas, je suis là, je les attends impatiemment. Vous les avez, je vais y répondre. Et la semaine prochaine, ça c'est pour vous permettre justement de préparer votre question, pas votre question, vos questions, parce que vous en aurez plusieurs. Nous aborderons le sujet justement de l'investissement immobilier. Donc les gens qui veulent investir dans l'immobilier et qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut s'y prendre, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on ne gagne pas, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et sur cette note-là, je vous remercie et bonne soirée chez vous. Au revoir.